Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur RCF Anjou. Si vous nous rejoignez aujourd'hui lundi 1er juillet, premier débat d'entre-deux tours de ces élections législatives en Maine-et-Loire. Ce soir, focus sur la première circonscription de Maine-et-Loire, Angers-Centre. Alors avant de vous présenter les candidats qualifiés au second tour qui vont débattre, rappel des résultats, je vais y arriver, de ce premier tour sur la circonscription Angers-Centre. Bastien Lallier. Oui, dans cette circonscription, alors qui regroupe effectivement les cantons d'Angers-Centre, mais également les cantons d'Angers-Nord, Tiercé, Châteauneuf-sur-Sarthe notamment. Les électeurs ont placé le candidat de la majorité présidentielle en tête, François Jernigon, qui est encarté Horizon. Le parti d'Édouard Philippe a recueilli quasiment 35% des suffrages exprimés, soit un peu plus de 21 000 voix. Il comptabilise environ 600 bulletins de plus qu'Elsa Richard, arrivé en deuxième position pour le nouveau Front Populaire. On note également, Thomas, que le Rassemblement National se qualifie pour le second tour, puisqu'Hugo Louvigné a obtenu, lui, près de 14 000 voix, à ce qui correspond à quasiment 16% du nombre d'électeurs inscrits sur cette circonscription. Il y aura donc une triangulaire sur cette zone dimanche. Merci beaucoup Bastien pour ce rappel des résultats. Et on peut tout de suite annoncer que le candidat RN arrivé donc en troisième position, Hugo Louvigné, a décliné notre invitation à débattre ce soir. Il ne sera donc pas avec nous en studio. François Jernigon, bonsoir. Bonsoir Monsieur Cochebray. Merci d'être avec nous. Vous êtes le député sortant encarté Horizon, allié de la majorité présidentielle, donc arrivé en tête pour ce premier tour. Je vous laisse 45 secondes pour vous présenter en quelques mots comment vous voudriez être perçu par nos auditeurs. Eh bien écoutez, j'ai 63 ans, je suis issu du secteur de l'expertise comptable, donc très proche de l'entreprise et du milieu économique. Je considère que pour partager la richesse, il faut d'abord la créer. Et puis, je suis aussi élu depuis une vingtaine d'années. J'ai intégré une liste municipale sur Saint-Sylvain-d'Anjou en 2001, 2 ans d'adjoint aux finances, donc passionné aussi par les finances publiques. Et puis, je suis devenu maire de cette commune en 2014, maire d'une commune nouvelle en 2016, puisque Saint-Sylvain a fusionné avec Pellouay-Lévin pour former la commune de Verrières-en-Anjou. J'étais aussi conseiller départemental dans la commission donc autonomie. Voilà, et puis VP aux finances d'Anjou la Métropole. J'ai abandonné tous ces mandats une fois que j'ai été élu il y a 2 ans et bien député. Et j'ai préféré rester conseiller municipal pour vraiment être proche du terrain, proche de la population et proche des élus. Voilà, et donc vous représentez pour terminer ce mandat. Elsa Richard, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes la candidate écologiste du nouveau Front Populaire, conseillère municipale et communautaire à Angers dans l'opposition, également conseillère régionale dans l'opposition. Également 30 secondes, 45 secondes pour vous présenter rapidement. Écoutez, moi j'ai 37 ans, je suis ingénieure en urbanisme et j'ai un parcours à la fois dans le secteur public, un parcours scientifique et dans le secteur privé avec plusieurs années de conseil, notamment aux collectivités dans le champ de la transition écologique et de l'accompagnement à la construction de politiques publiques diverses et variées en matière d'urbanisme et d'écologie. Je suis conseillère municipale à Angers depuis 2020 et conseillère régionale des Pays de la Loire depuis 2021 en tant qu'écologiste. Voilà, donc pour votre présentation, Elsa Richard. Et puis, je répète une nouvelle fois que le troisième candidat du RN, Hugo Louvigné, a donc décliné notre invitation à débattre. C'est pourquoi vous ne pourrez pas l'entendre ce soir. Je serai accompagné donc pendant ce débat de Bastien Lallier qui est resté à mes côtés, que vous avez pu entendre, qui a pu vous résumer un petit peu les résultats de ce premier tour. Il pourra intervenir quand il le souhaite pour vous poser des questions. Le fonctionnement que nous avons choisi, c'est que vous avez 2 fois un quart d'heure, chacun a choisi un sujet de prédilection que vous voulez mettre sur la table et débattre ensemble. François Jernigon, je commence par vous. Vous êtes le député sortant et celui qui a obtenu le plus de voix au premier tour. Vous avez choisi d'évoquer le comportement que doit tenir un élu de la République au sein de l'hémicycle. Et vous avez souhaité évoquer ça parce que vous vous estimez choqué par ce que vous avez pu voir au sein de l'hémicycle depuis 2 ans. Alors, pas simplement au sein de l'hémicycle, je dirais c'est en général. Je bénéficie, oui, de 20 ans donc d'élu local. Et quand on est élu local, on dit qu'on est à portée de baffe. Et portée de baffe, c'est une image. C'est simplement de dire que, bah oui, on est proche de la population et on reçoit, toutes les doléances de la population. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit recevoir des coups. Donc pour moi, quand on est élu local et quand on est élu même national, on doit avoir un comportement exemplaire parce que on est justement devant ses concitoyens et qu'on doit donner l'exemple.
Alors c'est vrai que depuis 2 ans, ça a été compliqué. Je dirais les premiers mois, les premières semaines, sur le climat qui règne dans cet hémicycle. Pour moi, les élus ne doivent pas proférer d'insultes, de vociférations, de comportements dans l'hémicycle. C'est vrai que ça fait 2 ans que ça dure et pour moi, c'est très choquant. Et puis sur le terrain, c'est pas simplement dans l'hémicycle. Je trouve choquant que des élus puissent, ça a été le cas samedi après-midi, manifester dans le cadre d'une manifestation qui n'était pas tolérée, qui était interdite, et de coller des affiches sur la mairie. Je trouve que ça donne aussi une image qui n'est pas bonne quand on est Est-ce que vous pouvez être élu. plus précis sur ça Vous pointez quoi, Monsieur Aurigan, par exemple, qui Donc vous pointez la gauche directement. Pardon ? Vous pointez la gauche directement. Dans l'exemple que je donne, oui, bien sûr. Voilà, samedi après-midi, ça s'est passé. Et puis, Donc, Monsieur Aurigan, qui est élu communautaire aussi, qui ne respecte pas les règles, finalement, c'est ça, hein ? Bien sûr, une vous manifestation lui qui est interdite, on ne doit pas y participer, on doit donner l'exemple. Et puis surtout, on ne doit pas dégrader les biens publics ou être témoin ou participer à ces actions, même si c'est à l'intérieur d'une ville. Concernant je reviens sur la question de ce que vous avez pu voir au sein de l'hémicycle, des comportements qui vous ont fortement déplu. Est-ce que vous pouvez être plus précis, même si je m'en doute un peu vers où vous allez, mais qui est-ce que vous fustigez directement, précisément ? Je fustige, le climat qui règne du côté de la NUPES. Moi, souvent, j'invite très régulièrement des classes et je suis vraiment interloqué quand vous avez des enfants de 8, 9, 10 ans, 12 ans, 15 ans qui sont spectateurs dans l'hémicycle et quand ils ressortent, ils disent « mais qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que cette ambiance ?» Et je n'ose imaginer, la façon dont ils réagissent après quand ils sont dans une cour d'école, quand ils parlent entre eux, quand ils agissent entre eux, quand ils agissent dans les quartiers. Les élus doivent donner une image, encore une fois, je le répète, qui ne doit pas être discutée et une bonne image, qui doit représenter un petit peu ce qu'est un citoyen et puis donner justement les valeurs de respect. Et je trouve que dans l'hémicycle, c'est toujours une honte. Moi, je trouve que c'est honteux d'avoir des comportements comme ceux de la NUPES qui vocifèrent devant des spectateurs. C'est aussi devant la télévision. Donc, c'est quelque chose d'insupportable pour moi. Elsa Richard, est-ce que vous souhaitez répondre à François Jernigon concernant le comportement de certains de vos alliés LFistes au sein de l'hémicycle ? Plusieurs choses. La première... Concernant Monsieur Aurigan. Oui, alors plusieurs choses. Moi, ce qui m'interpelle là dans les propos de Monsieur François Jernigon, j'entends, vous êtes choqué par la bordélisation, entre guillemets, qui a été bien repris par les médias de l'Assemblée nationale. Vous êtes choqué du spectacle qu'on offre à des enfants de 8, 9, 10 ans, et en même temps, vous participez d'une majorité présidentielle qui nous plonge aujourd'hui dans un chaos général qui, là, ne semble pas vous choquer. Moi, il y a la forme. Ok, l'Assemblée nationale, vous êtes heurté de la manière dont les débats se passent. Mais par contre, pour le fond, rien ne vous choque aujourd'hui. Moi, j'ai beaucoup de mal à expliquer aux enfants et à mes propres enfants de 8, 9 ou 10 ans ce qui est en train de se passer aujourd'hui et pourquoi est-ce que notre président de la République, qui est censé être normalement et défendre ce front républicain, est aujourd'hui accepté de nous plonger dans un chaos extrêmement angoissant et incertain pour demain. Donc, moi, je m'étonne en fait, que vous choisissiez ce thème, que vous mettiez en exergue ça, alors que vous êtes un député sortant, que normalement on vous attend sur votre bilan. Qu'est-ce que vous avez fait, en fait, aujourd'hui pour apporter du mieux à notre pays, aux Français, aux Françaises et aux enfants et aux générations futures qui arrivent ? Donc, je trouve que le débat, c'est pas sérieux, en fait. Je trouve que c'est pas du tout à la hauteur, là, des enjeux qu'on est en train de traverser, d'une part. Et d'autre part, je suis aussi extrêmement... étonné que vous ameniez ce thème alors que vous-même dans la campagne, là, vous utilisez des ressorts et une rhétorique qui vient nous agresser, mon binôme et moi, sur lequel on a porté plainte pour des propos diffamatoires. Et je suis très étonnée... Est-ce que vous pouvez être plus précise, s'il vous plaît, Elsa Richard, sur ce que vous reprochez François Jernigon, sur cette affaire que peut-être des auditeurs n'ont pas suivie. François Jernigon a signé et persiste dans son soutien à Christophe Béchu, notamment, dans la qualification de mon alliance avec Arnaud comme étant une alliance au relent antisémite. Donc moi, je vous demande, Monsieur Jernigon, est-ce que vous considérez que je suis antisémite ?
C'est pas votre alliance avec Arnaoui. C'est pas du tout ça qui a été En l'occurrence, Non, c'est non. exactement ce qui a été dit dans la Non. vidéo. Non, C'est pas du l'alliance. J'incarne le nouveau Front populaire. Oui, Donc mais vous considérez parce que là. monsieur... Donc moi, je vous pose la question. Est-ce que vous considérez que je suis antisémite? Parce que monsieur Mélenchon, comment dire... Mais moi, je suis pas monsieur Mélenchon, en non, fait. Mais vous Laissez-le finir. vous alliez quand même à un groupe, voilà, qui s'appelle la NUPES, qui s'appelle maintenant le Front populaire, et vous pouvez pas nier qu'il n'y a pas des relents antisémites dans les propos de monsieur Mélenchon. Bien sûr, moi, jamais je n'irai m'allier avec des gens avec qui je ne partage pas les idées et je ne partage pas les valeurs. Donc voilà les propos de monsieur Béchu. D'accord, monsieur Béchu qui s'allie avec Sens commun, par exemple. C'est la même chose. Mais en fait, vous mélangez absolument tout. C'est pas parce qu'il y a une alliance. Le nouveau Front populaire n'est absolument pas LFI, n'est absolument pas Jean-Luc Mélenchon. Vous vous accrochez aux branches et là, vous faites tout pour finalement ne pas défendre votre bilan. Je suis désolé. Dites-nous plutôt ce que vous avez à défendre. Tout est voulu pour que, la NUPES persiste. Et c'est ce que j'ai vécu depuis 2 ans. Je suis désolé, vous êtes adhérent, vous êtes membre du Front populaire, qui est donc l'ancienne NUPES. On prend les mêmes, on en change certains et on recommence. Donc je suis désolé, les propos tenus sont tout à fait justifiés. Moi, je suis très étonnée, monsieur Jernigon. Vous êtes quelqu'un de sérieux, vous avez un engagement local dans votre mairie, vous êtes salué pour vos engagements. Mais là, ça ne vous ressemble pas du tout de franchir cette digue, de laisser complètement dériver en fait à droite. Quelles sont vos digues, justement ? Moi, mes digues, elles sont très claires. Et le nouveau Front républicain a tout à fait affirmé déjà avant le premier tour la position qu'on aurait là sur l'entre-deux tours en cas de duel face au RN. Notre Front républicain, vous n'avez pas de leçon à nous faire là-dessus. Non, mais dans le fonctionnement futur de l'Assemblée et notamment très clair, on a un programme dans l'ambiance à l'Assemblée. Mais vous parlez de la forme, excusez-moi, mais franchement, allons sur le fond. Elle est très très importante, la forme. Très très importante. Et le fond également. Elsa Richard, en gros, la question, c'est aussi, est-ce que vous assumez tout, en fait, dans votre alliance avec la France Insoumise ? Il y a eu des accusations d'antisémitisme, on en a déjà parlé ensemble la dernière fois. Mais sur ensemble, il y a un candidat LFI à Avignon, Fiché S, Jean-Luc Mélenchon aussi, accusé de Dites-moi quelle plainte pour quelle raison, quels députés ont été condamnés pour des propos antisémites ? Dites-le moi. L'extrême droite, il y en a 40, plus de 40. Et là, par contre, on ne vous entend pas là-dessus. Donc là, c'est pareil, c'est à géométrie variable. Dans ce qui est dit, dans ce qui est porté, voilà, dans le comportement à l'Assemblée, où je suis désolé, on doit avoir un comportement exemplaire et d'amener des drapeaux. Et comment dire, la NUPES, c'est 80% qui ont été, dans l'Assemblée de comportement anormal. Qui ont été réprimandés par la présidente. 80%, donc, 80% de quoi des actes, de mauvais comportement dans l'Assemblée, c'est la NUPES. Je suis désolé. Tous les rappels à l'ordre, quelle condamnation sur les expulsions, vous nous tous les accusez, retraits vous à accusez le nouveau Front populaire. On parle du fonctionnement de l'Assemblée. Je suis désolé, c'est 80%, c'est la NUPES. Non mais restez sur la forme, mais moi je trouve que c'est vraiment pas à la hauteur. Parce que c'est l'image que vous donnez, je suis désolé. Mais parce que vous n'avez rien à dire sur votre propre bilan en fait. Mais non, on n'en est pas là encore. Et l'exemplarité, je veux dire, Dupond-Moretti qui fait un doigt d'honneur dans l'Assemblée, ça pareil, ça vous choque pas ? Il a été aussi, voilà, ça a été repris. C'était repris. Elsa Richard, une dernière question sur cette question. Le port du kéfier palestinien par Rima Hassan, militante palestinienne, non candidate aux côtés de Jean-Luc Mélenchon hier pendant son allocution, accusée aussi de proférer des fake news antisémites sur Twitter. C'est quoi là le message qu'il faut comprendre selon vous ? Écoutez, moi, je fais partie, je suis écologiste. Le nouveau Front populaire, c'est pas LFI, c'est pas Rima Hassan. Donc, moi, j'ai pas à me justifier en fait de ça. L'alliance qu'elle est faite, l'alliance qui est faite aujourd'hui, elle est faite. C'est une alliance de partis qui est faite sur la base d'éléments programmatiques qui sont extrêmement clairs, qui sont soutenus de tout l'arc à gauche. Par Raphaël Glucksmann, Olivier Faure, par les responsables des écologistes. Moi, je forme un binôme écologiste avec Arnaoui, qui sommes sociodémocrates complètement, républicains. Et il n'y a aucun doute là-dessus. Et les électeurs et les électrices le savent pertinemment. Alors, vous pouvez réutiliser les rhétoriques des médias Bolloré si ça vous amuse, mais vous participez et vous nourrissez en fait, la montée de l'extrême droite par ce genre de propos. Et là, de dire aujourd'hui, comme le fait Christelle Morancet, que c'est ni le Front populaire, ni l'extrême droite, c'est quoi le signal que vous envoyez ? En fait, là,
ce que vous êtes en train de construire, c'est la majorité d'extrême droite à l'Assemblée nationale. Et vous en serez responsable. Et je suis très étonnée, monsieur Jernigon, que vous jouiez ce rôle, que vous acceptiez de jouer ce rôle. Je ne joue pas ce rôle, c'est ce que je vis depuis 2 ans. Bon, c'est ce que je vis depuis 2 ans. On va effectivement clore là-dessus, mais juste une dernière question, parce que ça aussi, les Français s'intéressent à cela. Quand on sera dimanche au soir du 2e tour, aujourd'hui, les sondages ne vous donnent absolument pas, ni à un camp ni à l'autre, une majorité absolue. Il va falloir gouverner avec d'autres pour justement faire voter les lois de votre programme. Vers qui vous allez vous tourner ? On a besoin de savoir, Elsa Richard. Moi, je me tourne vers toutes les personnes électrices, électeurs, républicains, en fait. Non, mais je veux dire, dans l'hémicycle, après le 2e tour, quand il va falloir faire voter les lois de votre programme... Là, nous, tout l'enjeu, c'est de faire comprendre qu'il n'y a pas d'autre alternative que le nouveau Front populaire pour être majoritaire à l'Assemblée si on veut un pays qui reste démocratique demain. Et donc, à ce titre-là, en effet, ce qu'on constate là sur les élections au niveau national, c'est un effondrement de la Macronie, du camp présidentiel en général, que de toute façon, monsieur Jernigon, vous allez entrer, et c'est même pas sûr que vous puissiez avoir un groupe, vous allez être minoritaire à l'Assemblée nationale. Donc si vous êtes élu député, de fait, ça fait monter la possibilité à l'extrême droite d'être majoritaire. Aujourd'hui, la seule voie possible, c'est que je devienne député et qu'il y ait une voix de plus pour le nouveau Front populaire. Peut-être François Jernigon répondait à cela. Oui, moi ça fait 2 ans que je travaille dans cette majorité relative. Moi, je sais créer, des alliances de réflexion avec les uns et les autres à partir du moment où on n'est pas dans les extrêmes. Moi, par exemple, j'ai très bien travaillé avec Jérôme Guedj sur la loi grand âge. C'est quelqu'un de très posé. J'ai aussi beaucoup travaillé avec Raquel Garrido et Alexis Corbière. Voilà, il y a des gens... Méchants. Des méchants, du coup? Non, pas forcément des méchants. Jérôme Guedj, c'est pas du tout un méchant. Non, Sur la loi grand âge, on a beaucoup travaillé et je regrette énormément que justement, du côté du Front populaire, eh bien, il y a Raquel Garrido et Alexis Corbière sont quand même de la LFI. Il y a des exclusions. Il y a des exclusions qui ont été faites justement pour ne pas pouvoir travailler avec les gens qui me ressemblent et avec lesquels, eh bien, on peut discuter. Il y a des gens, des personnes... Mademoiselle Gruet, LR, je travaille très très bien avec elle. Il y a des députés à la fois à droite, à la fois à gauche, avec lesquels je m'entends bien, qui ont le même état d'esprit pour pouvoir avancer sur les projets. Et je pense qu'il va falloir justement construire une nouvelle majorité avec des gens qui sont capables de réfléchir ensemble dans le même état d'esprit pour construire l'avenir. Voilà, on va passer au thème suivant. Courte pause, on se retrouve juste après. Les élections législatives sur RCF, émission spéciale. Allez, premier débat de second tour des élections législatives anticipées en Maine-et-Loire. Nous sommes sur la première circonscription, Angers-Centre, avec le député sortant François Jernigon et la candidate de l'Union de la Gauche, Elsa Richard. Je vous rappelle que le candidat du RN, arrivé 3e, Hugo Louvigny, a décliné notre invitation à débattre. Elsa Richard, quel est le thème que vous avez choisi? C'est celui de la défense des services publics. Même la réparation des services publics, qui est un des fils conducteurs et un des projets structurants dans le programme du nouveau Front populaire. Pourquoi vous estimez qu'il est détruit ou cassé, le système des services publics, puisque vous le réparez? Ouais, ça c'est tous les jours en fait. La souffrance des fonctionnaires, des services qui se délitent progressivement, un constat qui est fait et qui est partagé de manière un peu transpartisane par tous les élus locaux que je côtoie, que ce soit en région angevine ou à l'échelle des Pays de la Loire. Le problème sur l'hôpital public, les déserts médicaux, l'éducation à 2 vitesses, le manque de moyens. Et ça, c'est Emmanuel Macron qui est responsable, ou on pourrait dire que, je sais pas, François Hollande est peut-être aussi un petit peu responsable, comme Nicolas Sarkozy. En tous les cas, il y a une urgence aujourd'hui de réparer, de répondre aux services publics, et c'est là un programme nouveau porté par le nouveau Front populaire, qui est de venir en fait chercher des nouvelles recettes fiscales pour venir financer ce qui nous semble être de l'ordre de l'intérêt général, qui doit aujourd'hui remettre l'humain au cœur en fait de l'action politique et en cela soigner et prendre soin des gens qui aujourd'hui on a extrêmement besoin de retrouver du sens, que ce soit à l'hôpital, dans l'éducation, dans l'enseignement supérieur et la recherche, pour ne donner que ces exemples. Donc Emmanuel Macron, c'est le casseur des services publics pour vous ou pas? Bon, en tout cas, il n'a pas aidé à la réparation. Ça, c'est une évidence. Alors, François Jernigon,
Emmanuel Alors, Macron n'est pas le casseur, mais en tout cas, il n'a pas aidé à réparer. Qu'est-ce que vous avez non, fait selon vous ? je vais pas nier que les services publics, ont disparu depuis des années, mais depuis des dizaines d'années. Si on prend, vous avez parlé de François Hollande, la baisse de la DGF, c'est quand même François Hollande qui l'a diminué Donc, la de dotation plus de globale moitié de fonctionnement. de fonctionnement, voilà, pour les collectivités. Comment voulez-vous que les collectivités arrivent à assurer après le service public? Alors, moi, je suis conscient de ça. Il y a beaucoup de choses à mettre en place. Si on parle de la fracture, il y a aussi la fracture numérique. Je dirais qu'aujourd'hui, je me rends compte sur le terrain que la difficulté, elle vient bien sûr de l'accès aux services publics, mais elle vient aussi de la numérisation de tous les services. Et c'est vrai qu'il manque de l'humain derrière cette numérisation de cette administration. Donc, Les vous remettez collectivités- des accueils physiques, les François Jernigon ? Les collectivités s'attellent au sujet depuis déjà depuis plusieurs années avec les maisons France Service. Il y a la CCALS, la communauté de communes Anjou-Loire-et-Sarthe, qui a mis en place une maison France Service mobile, c'est-à-dire que ce sont des véhicules qui peuvent accueillir des personnes même en situation de handicap qui se déplacent dans les communes pour justement être à l'écoute de toute la population et notamment la population qui avance dans l'âge, qui n'est pas forcément au fait de l'informatique et d'Internet et choses comme ça, et qui se met en relation avec toutes les administrations, à la fois fiscales, à la fois la sécurité sociale, à la fois les organismes de retraite. Et c'est quelque chose qu'il va falloir continuer à déployer. Donc ça veut dire que les communes, il faut continuer à les soutenir. Ça veut dire qu'il va falloir augmenter la DGF. Et la DGF, elle augmente depuis déjà 4 ans au niveau des communes. Les communes le reconnaissent pour qu'elles puissent justement déployer de nouveaux services publics et notamment ces maisons France Service. Au niveau de la santé, c'est vrai qu'il y a un souci qui date depuis de nombreuses années, c'est le numerus clausus, qui a été levé beaucoup trop tard. C'est-à-dire qu'il y a eu un manque d'anticipation. Ça remonte à au moins 15 ans. Il aurait fallu lever ce numerus clausus, puisque un médecin, il faut 10 ans pour le former. Donc on a beau déverrouiller le numerus clausus, quand il faut 10 ans pour former un médecin, oui, il y a un moment où il y a des carences. Mais par contre, Frédéric Valletoux, donc le ministre de la Santé, qui était encore en poste il y a quelques mois, a mis en place le partage des tâches, c'est-à-dire qu'il faut que les pharmaciens, les infirmières, les aides-soignantes puissent, pourquoi pas, répondre aussi sur des besoins primaire de la santé, tout ce qui est attestation, par exemple, pour faire du sport, des choses comme ça, pour les vaccins. Moi, j'ai ma fille... C'est pas toujours bien accueilli par les professionnels de santé, type les médecins, Non. que ce soit les infirmiers, oui, parce qu'ils fassent certaines actions. Ils ont l'impression de perdre un petit peu de leur essence, de leur métier. Moi, j'ai ma fille qui est infirmière, qui a fait une formation en pratique avancée pendant 2 ans. Aujourd'hui, elle est au service, elle travaille auprès d'un néphrologue. Je peux vous dire que tous les deux, ils s'éclatent et ils sont satisfaits. Ma fille, parce que... elle fait des choses qu'elle ne faisait pas quand elle était simplement infirmière. Et puis le néphrologue, ça lui permet d'aller plus loin et de voir plus de patients parce qu'ils travaillent tous les deux main dans la main. Peut-être Elsa Richard, une réaction par rapport à ça, pour la santé notamment. Le problème du nombre, je pense que vous le partagez aujourd'hui. Est-ce qu'il faut aller au-delà de ça et réguler les professions d'installation, en tout cas pour les professions de santé, pour qu'on ait un maillage aujourd'hui? Vous parlez, je crois, dans le programme, d'avoir des services publics disponibles à 30 minutes de chaque domicile. C'est ça concrètement le projet du nouveau Front populaire. C'est une augmentation, une réduction des inégalités, en tout cas notamment territoriales, mais le nerf de la guerre est une redistribution aussi des moyens. Et là, je m'étonne, Monsieur Jernigon, que vous puissiez porter ça, en sachant que vous avez voté contre, par exemple, la taxation des super-profits. Comment est-ce que vous comptez financer, par exemple, une augmentation des services publics ? Je peux y répondre par la création de richesses et notamment la réindustrialisation de la France. C'est-à-dire qu'il faut qu'on produise en France et non pas qu'on achète à l'étranger. Parce que quand on produit en France, la plus grosse recette de l'État, c'est la TVA, taxe sur la valeur ajoutée. Et la valeur ajoutée, il faut qu'elle soit créée en France et non pas à l'étranger. Et pourquoi avez-vous refusé... C'est le projet du président de la République. Pourquoi avez-vous refusé la taxation sur les super-profits ? Parce que les super-profits, ils sont aussi réinvestis. Moi, je travaille sur, par exemple, la perte d'audition avec la Fondation sur l'audition. Le plus gros mécène de la Fondation sur l'audition, c'est quelqu'un qui fait des profits. Et heureusement qu'il est là pour apporter des fonds dans les fondations. Mais là, c'est là où on a une vision, en fait, extrêmement différente du projet économique. C'est-à-dire que moi, je considère, avec le nouveau Front populaire, on considère que, justement, il faut mettre dans le pot commun, en fait, la taxation sur les super-profits et ne pas, c'est un exemple, mais aussi l'impôt sur la fortune, plutôt que de laisser au bon vouloir, du coup, des acteurs qui font ses propres super bénéfices. Et là, en tout cas, sur le projet du nouveau Front populaire, on a une augmentation des recettes fiscales
qui viendrait redistribuer de manière beaucoup plus égale et beaucoup plus juste en fait, ces bénéfices par un redéploiement des services publics partout. Parce que dans votre programme, c'est 150 milliards de dépenses supplémentaires d'ici fin 2017. 2027, pardon. Ouais, et un programme qui a été approuvé. Donc ça, il faut trouver l'argent, puisque les caisses sont vides. Un programme qui a été approuvé par des centaines d'économistes. Et que c'est le seul, en fait, programme aujourd'hui qui est présenté dans ces élections législatives, qui sont soutenus économiquement et dont la viabilité est reconnue. Après, que ça ne soit pas à votre avis, ça, je l'entends. Parce que là, c'est on va dire une réorientation assez radicale de la manière de penser la politique économique en France. Donc, vous avez une vision, moi j'en ai une autre, avec le nouveau Front populaire, mais qui porte cette idée de remettre l'humain au centre et de dire qu'il y a besoin d'avoir une redistribution collective pour donner à toutes et à tous des accès égaux aux services publics en particulier, et derrière, en fait, un accès aux droits qui soit beaucoup plus juste. Qu'est-ce qui vous dérange peut-être, François Jernigon, dans le fait de taxer les plus riches ? Non, c'est pas de taxer les plus riches, c'est pas ça. C'est que pour moi, la richesse, elle est réinvestie. Elle est réinvestie. Il faut, continuer à créer des entreprises et surtout à industrialiser la France. Pour l'industrialiser, il faut des moyens. Donc, oui, le mot capital ne doit pas faire peur. Il faut que les investisseurs investissent dans cette nouvelle entreprise. Les entreprises créent du travail, la valeur ajoutée, elle est créée en France. Et pour moi, la valeur ajoutée, c'est la première recette de l'État. Et une fois qu'on a des recettes supplémentaires et que les salariés, justement, peuvent vivre de leur travail, ça veut dire que dans ces cas-là, on peut redistribuer encore un peu plus. Oui, mais la pauvreté a augmenté. Enfin, je veux dire, c'est plus 600 000 pauvres depuis 2017. Et vous pensez que c'est les salaires des plus riches qui vont pouvoir en tout cas, il n'y a pas du tout de ruissellement, puisque c'était ce pari qui avait été fait par Emmanuel Macron et là que vous venez de redire, mais ce n'est pas du tout ce qu'on observe. C'est-à-dire que là, on a une augmentation des inégalités entre les plus pauvres et les plus riches. On a un service public qui ne s'améliore pas et au contraire qui se dégrade si on en croit les corps intermédiaires. Mais vu la séquence sur la réforme des retraites, on voit bien la manière dont vous méprisez en fait tous ces corps intermédiaires qui vous alertent. Pas du tout. Mais vous avez voté contre. Pas du tout. La réforme des retraites, alors que tout le monde était dans la rue. Je travaille sur j'interviens sur un autre sujet qui est le travail des seniors. Oui, il aurait fallu créer le statut du travailleur senior avant la réforme de la retraite. Je l'avais dit à Elisabeth Borne. C'est un sujet qui doit venir sur la table parce que les seniors, aujourd'hui, quand ils quittent leur emploi, chaque chef d'entreprise et même de service est heureux de dire, malheureux de dire, c'est à chaque fois, c'est un capital connaissance, c'est un capital expertise qui s'en va. Et le senior aujourd'hui doit être un transmetteur de savoir pour les plus jeunes. Il faut absolument qu'on arrive à conserver le senior dans l'emploi, mais ce n'est pas justement en réduisant la durée du travail. Un chiffre, les moins de 15 ans sont moins nombreux que les plus de 65 ans à l'heure actuelle. Je ne vous dis pas dans 10 ans comment ce sera. Juste un mot d'Elsa Richard, parce que je vois que le temps tourne et vous avez un peu de retard sur le temps de parole. Demain, vous êtes à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que vous mettez en place dans les premières mesures, justement, pour réparer, comme vous dites, ce service public ? Il y a des mesures d'urgence, à l'instar de l'augmentation du SMIC à 1 600 € pour redonner du pouvoir de vivre. Parce que là, on paye les pots cassés d'une casse sociale et économique, c'est-à-dire que je pense que c'est difficile pour vous aujourd'hui de venir défendre un bilan alors que de toute manière la France a été dégradée aussi sur le plan économique. Donc moi j'ai du mal à entendre le procès qui est fait au nouveau Front populaire sur le plan économique alors que en face vous n'avez pas non plus, vous n'êtes pas les meilleurs gestionnaires du monde. Donc, première mesure sur l'augmentation du SMIC, parce qu'il y a une urgence aujourd'hui de sortir les gens de la pauvreté et des difficultés dans lesquelles ils sont, d'aller aussi à très court terme vers notamment des réparations de services publics, donc notamment sur l'éducation, en allant vers la gratuité, sur les frais scolaires dès la rentrée 2024. Et également, par exemple, l'augmentation du passeport à 150 €. Là, c'est une mesure aussi qui a des vertus à la fois évidemment sportives, mais aussi dans la prévention, qui vise aussi à réduire des coûts de santé à moyen et long terme. Donc ça, c'est le programme du nouveau Front populaire qui est organisé sur, en effet, des plans d'urgence sur les 15 premiers jours d'installation du groupe majoritaire à l'Assemblée. Puis derrière, il y aura des plans de bifurcation et de transformation sur les 100 premiers jours. Et on va conclure sur ces 30 dernières secondes. Merci à vous deux d'être venus débattre ce soir. François Jernigon, député sortant Horizon pour la majorité présidentielle, Elsa Richard, candidate écologiste pour le nouveau Front populaire. Le RN n'était pas représenté ce soir sur cette première circonscription d'Angers Centre. Le second tour, c'est donc dimanche.
dimanche prochain. Je vous donne rendez-vous déjà demain soir à 18h30 pour un nouveau débat sur RCF Anjou.